Bienvenue tout le monde à ce webinaire sur les nudges dans le cadre de l'animation de la charte plastique région collectivité. Moi, je suis Olivier Lavelle, je suis stagiaire à la région Occitanie dans le service déchets EET et économie circulaire. Et je travaille avec mon collègue Benoît sur le développement de la charte plastique en Occitanie et je suis votre animatrice aujourd'hui. Donc, rapidement, je vous donne l'ordre du jour. Le webinaire va durer 1 heure et on va commencer avec une introduction au sujet et aussi on va vous expliquer les implications pour vos collectivités dans le cadre de la charte. Ensuite, il y aura l'intervention de Lina Bachiri de Link Up Factory. Elle va vous donner l'offre de sa boîte et aussi vous donner un aperçu au concept clé du marketing social dans le contexte des nudges. Et après, il y aura Maya Velmuradova, chercheuse consultante en changement social et comportemental dans le collaboratoire IMSIC à l'Université d'Aix-Marseille. Elle va vous donner un aperçu sur votre guide sur les nudges en vous fournissant un côté théorique et opérationnel. Et à la fin, il y a un temps d'échange où vous pouvez poser vos questions. Donc tout ça va être à la fin, mais si vous avez des questions lors des présentations, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et en parallèle, il y aura un lien vers un Bicast, un tableau blanc, où vous êtes invité à mettre vos idées pour la prochaine animation. Là, c'est moi qui prends la main. Bonjour à tous. Donc, Benoît Thierry, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc également avec Olivia, Région Occitanie, service déchets, UT et économie circulaire. J'ai juste une petite mention avant qu'on oublie de le dire pour tous les présents. Le webinaire est enregistré pour qu'il puisse après être diffusé en replay aux personnes qui ne peuvent pas être présentes. Donc, si vous ne souhaitez pas effectivement que apparaître ou qu'on vous entende, n'intervenez pas ou si c'était par le chat et puis coupez vos vidéos. D'ailleurs, on va vous inviter à couper pour ceux qui ne seront pas intervenants à suivre. Oui, moi je suis pilote du plan plastique depuis maintenant 2020, plan qui a été voté dans la suite du programme régional d'action en faveur de l'économie circulaire, spécifiquement sur le sujet du plastique. Objectif central, c'est effectivement de réduire, de limiter, voire de tendre vers le zéro plastique à usage unique en élimination au travers un plan d'action très large qui se décompose en 4 axes, comme vous le voyez à l'écran. Une partie autour de la prévention, lutte contre le plastique à usage unique et lutte contre les plastiques dans l'environnement. Et 2 autres axes qui relèvent plus de la gestion autour de la massification de la collecte en vue du recyclage des plastiques ou, le cas échéant, la valorisation énergétique des plastiques résiduels. Voilà. Et donc, une des actions majeures du plan plastique voté en 2020, c'est la déclinaison avec les territoires de ce plan plastique au travers, pardon, excusez-moi, de chartes plastique région-collectivité pour qu'on travaille main dans la main à essayer d'atteindre cet objectif, qui est un objectif, je pense, largement partagé. Voilà. Je te redonne la main. Parfait. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un nudge? Bah, évidemment, les intervenantes vont vous donner beaucoup plus d'infos, mais tout simplement, c'est la traduction de coup de pouce en anglais, qu'il s'agisse d'une sorte d'une promotion du comportement positif. Et donc, quel est son entrée pour vos collectivités? Bah, en gros, dans le cadre de la charte plastique, elle est composée de 4 axes. Exemplarité, zéro déchet à usage unique, zéro déchet dans l'environnement et à 80% de déchets plastiques recyclés. Donc, la mise en place d'un nudge peuvent remplir un ou plusieurs de ces axes. Donc, ça, c'est le lien avec la charte plastique et comment la mise en place des nudges peut vous en servir. Donc là, je passe le bâton à Lina Bachiri de Link Up Factory qui va donner sa parole. Merci Olivia. Bonjour à toutes et tous. Enchantée du coup de pouvoir participer à ce webinaire sur ce sujet passionnant. Moi, je vais vous présenter en fait un projet pilote de recherche-action qu'on conduit dans l'Est parisien, parce que je fais partie, je vais vous le dire juste après, d'une entreprise qui est basée à Levallois-Perret.
qui a pour objectif d'accélérer l'engagement des citoyens grâce aux sciences du changement de comportement, donc en intégrant les méthodologies du marketing social, des nudges et du collectif impact. Du coup, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc LinkUp, nous, on est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les communications de stratégie de l'engagement. Donc, une part de notre activité, c'est d'accompagner finalement les entreprises sur les questions de développement durable, pour mettre en place des feuilles de route, développer des stratégies et communiquer sur leurs engagements. Mais on est également agréé recherche, et ce depuis 2015, sur les questions justement du nudge et du changement de comportement. Et donc avec un objectif de faire évoluer durablement des comportements, que ce soit sur des problématiques de santé. On a beaucoup travaillé notamment avec des ARS sur des questions d'activité physique, des questions d'arrêt du tabac, sur la question de la santé aussi d'une manière plus générale pour une association qui s'appelle Vivons en forme. Et le projet que je vais vous présenter aujourd'hui rentre dans ce cadre-là, mais évidemment s'attaque à des problématiques plutôt environnementales sur la question des déchets. Donc accélérer la transition écologique et l'engagement sur les questions de développement durable, ce sont des enjeux que évidemment, je pense, vous avez tous en tête. Il y a une urgence à agir qui est évidemment documentée scientifiquement via les rapports du GIEC dont on entend beaucoup parler, qui est largement relayée. Mais quand on regarde plus en détail et plus finement finalement les actions des citoyens sur ces questions, on se rend compte que l'engagement est encore difficile à l'échelle individuelle. J'ai mis 2 exemples, enfin voilà, c'est juste à titre informatif, mais par exemple, on se rend compte qu'il y a à peine la moitié des Français qui trient systématiquement leurs déchets. Et sur les questions, on va dire, de mobilité active, il y a 75% des déplacements en voiture individuelle qui sont effectués pour des trajets assez courts, souvent inférieurs à 5 kilomètres. Du coup, c'est des enjeux qui sont vraiment identifiés comme prioritaires à l'échelle des territoires et des collectivités. Sur la question plus spécifique du tri, c'est vrai qu'on entend souvent ce message que trier, c'est facile. Là, je vous ai mis une photo, c'est même souvent écrit parfois sur les bornes de collecte. Mais dans les faits, quand on regarde ces fameuses bornes, on voit encore beaucoup de déchets qui sont soit mal triés au sein des bornes, soit qui s'accumulent dans les rues au pied des bornes, et cetera. Alors, il y a plein de problématiques liées à ça. Il y a des bornes qui sont parfois trop petites par rapport à des habitats où il y a beaucoup de personnes qui habitent, et cetera. Pour les habitants, en tout cas, il y a un jeu de contraintes qui est vraiment fort, que ce soit en termes d'espace, de temps, de charge mentale autour du tri. Et ça peut également être une source de tension potentielle, alors entre habitants, entre les habitants qui ont l'impression qu'eux font suffisamment d'efforts pour justement bien trier ou diminuer leurs déchets, et puis des habitants qui sont considérés comme ne faisant pas entre guillemets leur part. Et puis des tensions entre les habitants et les acteurs de tri à l'échelle locale, les agents responsables des collectes, ça peut être au niveau des centres de tri, etc. Donc un sujet qui peut être vraiment source de tensions au sein des collectivités. Pourtant, quand on veut s'attaquer à ces sujets, on pourrait se dire, finalement, on pourrait mieux communiquer autour de tous ces sujets-là auprès des habitants pour faire changer les comportements. Malheureusement, et c'est ce que nous montrent aussi les études en sciences du comportement, la pédagogie seule ne suffit pas. Je vous ai mis un petit graphique, alors c'est une répartition, on va dire assez imagée, de comment peut se répartir la population face à des questions d'engagement. Bon, c'est généralité, mais ça s'applique quand même assez bien à ces sujets. Et juste pour information, on a fait l'exercice sur notre zone pilote dont je vous parlerai tout à l'heure, et on retrouve à peu près ces répartitions-là. Mais en tout cas, vous avez une population donc là qui est présentée en vert, qu'on appelle entre guillemets les initiés. Souvent, c'est des gens qui sont déjà engagés. Peut-être que vous pouvez échanger avec eux au sein de votre commune. C'est des gens qui vont être, par exemple, investis dans des associations en lien avec le développement durable, ou des gens qui vont s'engager sur ces questions, qui sont sensibles en tout cas aux arguments de protection de l'environnement, et pour qui, pour le coup, la pédagogie, l'information peut suffire si on leur montre finalement ce que une modification de leur comportement peut apporter de bénéfique pour la planète. C'est des gens qui peuvent être amenés à changer leur comportement face à cette démonstration-là. De l'autre extrême, figuré en rouge, j'ai mis une population qu'on a appelée ici les réfractaires. Donc là, c'est plutôt des parties de population qui a pas envie de changer, qui vraiment ne se soucient pas de ces questions, qui eux vont plutôt être sensibles finalement aux dispositions
coercitives, on va dire, légales. Donc, par exemple, des amendes si vous jetez vos déchets, ou vous mettez vos poubelles pas dans les bornes de collecte, par exemple. Mais il y a une majorité des gens, et c'est ce qu'on a appelé les empêchés, donc environ 60 à 70% de la population sur les questions environnementales, qui ont besoin, pour faire évoluer leur pratique, de se sentir finalement accompagnés et compris dans leurs difficultés, et pour qui la pédagogie ne va pas suffire, et pour qui les dispositions coercitives vont pas forcément être efficaces non plus. Donc pour pouvoir amener cette partie de la population à faire évoluer ses comportements, on utilise des techniques, et notamment le marketing social. Je ne sais pas si vous êtes familier de toutes ces théories. Ça a été théorisé dans les années entre 50 et 70. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis, au Canada, au UK aussi, pas mal, dans les campagnes de santé publique. Initialement, c'était surtout sur les campagnes anti-tabac ou anti-alcool, mais aujourd'hui, ça commence à se développer sur d'autres thématiques de santé d'une manière générale, et sur les questions environnementales. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est aussi pas mal utilisé en France. Le marketing social, globalement, ça cherche à développer et à intégrer les concepts du marketing, on va dire commercial, avec tout ce que ça comprend comment dire, d'attention portée à la cible, à la segmentation, à la fine compréhension finalement des freins et des leviers des publics pour lesquels on va vouloir mener des projets et développer des approches. Et de coupler finalement ces concepts marketing avec des approches issues des sciences sociales, pour agir sur les comportements dans le but d'accroître leur bien-être. Donc finalement, dans le marketing, on va dire commercial, l'objectif, c'est de vendre un produit ou un service. Dans le marketing social, l'objectif, ça va être de promouvoir un comportement qu'on juge bénéfique pour une population cible donnée. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de la compréhension de la mise en place des comportements et d'apporter une modification durable de ces comportements dans le temps. Donc en France, juste pour information, il y a des congrès scientifiques annuels sur le sujet qui ont lieu. Je vous en parlerai d'un prochain juste à la fin de mon intervention. Il y a un institut du marketing social qui a été créé en 2021 et qui regroupe du coup beaucoup de structures et de groupes de recherche qui du coup travaillent sur ces questions-là. Et nous, chez LinkUp, c'est un sujet qu'on travaille du coup depuis la création de notre entreprise, donc depuis un peu plus de 20 ans, sur les sujets du marketing social et du nudge. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Dans nos concepts et dans le projet que je vais vous présenter juste après, on ajoute du coup au marketing social et au nudge un principe additionnel qui me semble aussi intéressant vis-à-vis de vos enjeux en tant que collectivité, qui est le principe du collective impact. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs relais de la commune, donc des acteurs relais qu'on va former à des approches et à des dispositifs, parce que ces acteurs relais sont en lien direct avec les habitants. Donc l'idée, c'est que nous, quand on développe des projets, on ne vient pas intervenir directement auprès des habitants, mais on vient identifier et travailler avec les bons acteurs qui sont en lien avec, finalement, dans le quotidien des habitants, parce qu'ils les connaissent, et même s'ils ne sont pas tous experts sur les sujets déchets, c'est des personnes qui connaissent bien les habitants et leur réalité. C'est des personnes qui sont intégrées dans la proximité finalement des habitants, dans leur vie de quartier, et ça favorise le partage pair à pair. Et ça favorise aussi le non-jugement, qui est une question finalement assez importante, parce que comme on l'a vu, la question des déchets peut être une question assez sensible et générer beaucoup de frustration et parfois de réactions voilà, assez vives. Donc c'est important pour les habitants de se sentir compris et pas jugés dans leurs pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur à la fois les services de la ville qui travaillent sur ces questions, mais aussi des associations locales, les centres sociaux, etc., pour pouvoir développer des approches au plus près des réalités des habitants. Et donc le projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc c'est un projet pilote qu'on met en place dans 2 villes de l'Est parisien, à Romainville et à Noisy-le-Sec, qui a un programme qui s'appelle ESA, Ensemble prenons soin de l'avenir. L'objectif du coup, c'est de mobiliser les habitants pour améliorer la qualité de vie finalement au cœur des territoires. Et donc l'idée, c'est de développer des approches qui soient attractives, motivantes, concrètes, qui facilitent la mise en pratique des habitudes de tri, en prenant en compte les contraintes et les difficultés vécues par les habitants. Donc c'est un projet qui est mené par LinkUp, qui est cofinancé par l'ADEME et par Citeo.
Et dans les grands thèmes abordés par le programme, donc moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur la question des déchets, mais on est aussi en train de travailler sur une thématique autour des mobilités douces et de la qualité de l'air, qui reprend un peu les mêmes grands principes d'action que ce que je vais vous présenter là. Donc notre projet sur la question des déchets s'appelle On se dit merci. Et ben là, on est directement dans le changement de comportement parce que typiquement, ce nom de projet, on l'a imaginé et co-créé avec les deux villes, justement en partant de ce questionnement sur le fait qu'aujourd'hui, quand on aborde le sujet du tri, les habitants peuvent se sentir beaucoup culpabilisés et pas compris dans leurs efforts quotidiens sur le sujet. Donc l'idée, c'était de finalement à la fois valoriser l'engagement des habitants au quotidien, le fait de faire des gestes qui vont avoir un impact positif sur la qualité de vie globale de toute la communauté. Et au final, aussi de remercier tous les acteurs qui participent à cette chaîne de tri, que ce soit les gardiens et les gardiennes d'immeubles, les personnes qui s'occupent de la propreté au sein des municipalités, les éboueurs, les personnes qui travaillent en centre de tri, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un insight clé autour de la valorisation collective et de la motivation, et d'impliquer les habitants de manière à vraiment engager les habitants à petits pas. Et c'est vraiment une question... Enfin, l'idée, c'est vraiment d'aborder le sujet avec cette notion finalement d'empathie, qui est une nouvelle manière finalement d'aborder ces sujets-là et de partager finalement autour de ces questions-là. Donc sur le dispositif global qu'on met en place, l'idée, c'est de proposer des ateliers pour différents publics cibles, donc des enfants, des jeunes et des adultes, dans des lieux qu'ils fréquentent. Donc pour les enfants, ça va être le périscolaire ou les associations locales, et pour les adultes, des associations de quartier, les centres sociaux, etc. Donc c'est vraiment les personnes qui travaillent dans ces structures-là qui vont pouvoir mettre en place des ateliers autour de la gestion des déchets, mais vraiment sous un angle un peu différenciant. On a aussi un livret qu'on distribue du coup à la fin des ateliers, qui va permettre du coup de simuler l'intérêt et de créer finalement un rebond suite à l'atelier avec des éléments, on va dire, on va être là un peu plus sur la partie information, mais sur un angle vraiment pratique sur les questions des déchets. Et puis des rebonds sur les réseaux sociaux. On a créé un compte Instagram du projet et c'est aussi relayé par la communication des deux municipalités qui nous accompagnent sur le projet. Donc juste sur les ateliers rapidement, sans rentrer dans le détail concrètement de ce qu'on fait, mais on a toujours des ateliers qui sont divisés en 2 phases. Une phase de discussion et d'échange où l'animateur va pouvoir, avec les personnes qui sont présentes, générer des questionnements sur la question des déchets, finalement que chacun puisse verbaliser les difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien, peut-être aussi des solutions que on peut mettre en place, que des gens mettent déjà en place dans leur quotidien, parce qu'on se rend compte que finalement, les habitants, ils partagent des réalités communes et certains trouvent déjà des solutions. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu cet échange pair à pair au global. Et puis une phase d'action où là, justement, on va pouvoir intégrer aussi toutes ces notions de nudge. L'idée, c'est d'ancrer le discours de manière ludique, d'avoir une dynamique conviviale. Donc, on va pouvoir créer des choses ensemble, avoir une étape soit de recherche de solutions, soit un atelier créatif qui va permettre, autour de la question des déchets, de passer un moment aussi sympathique, plaisant, et de repartir avec quelque chose d'utile sur le sujet. Et donc dans l'opérationnalisation du projet, pour animer les ateliers, comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur les acteurs de terrain. Donc dans les 2 villes, on a formé plus de 50 acteurs de terrain, du périscolaire, des centres sociaux, CCAS, associations de quartier. Et on a mis en place des formations pour partager la philosophie d'action du projet et puis partager un kit d'animation complet dans lequel on va retrouver finalement des outils qui vont permettre d'animer les ateliers, donc des tutoriels, des fiches actions, des supports d'animation, etc. Et donc, par exemple, vous voyez, on a un atelier autour de la customisation de sacs de tri. Donc là, c'est aussi un élément qui permet de faire du nudge parce que les habitants viennent pour passer un moment, customiser un sac ensemble, et puis ils repartent avec leur sac qui leur permet ensuite de trier. Et puis pendant l'atelier, ils permettent aussi d'échanger et de discuter autour de leurs difficultés autour du tri. Ça permet aussi la formation de légitimer les acteurs de terrain vis-à-vis de leur rôle sur le sujet, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas des acteurs qui sont spécialisés sur les questions du tri. Donc l'objectif, c'est voilà, de leur partager quelques informations et aussi de les légitimer dans leur rôle, parce que c'est pas des ateliers qui nécessitent d'être experts sur les questions du tri. Et on leur donne aussi pas mal de ressources vers lesquelles renvoyer les habitants si jamais ils ont des questions, on va dire, plus techniques ou plus précises sur la question. Ce qui est super important et que je voulais aussi vous partager, comme je sais qu'il y a pas mal de collectivités et de gens qui sont impliqués
opérationnellement sur ces sujets-là dans le public. C'est vraiment important d'avoir une équipe de pilotage au sein de chaque ville. Donc nous, on travaille à chaque fois avec un élu, qui est souvent un élu en charge des sujets de transition, en l'occurrence une chef de projet qui va être plutôt là pour coordonner les différentes actions au niveau des services de la ville, organiser les formations, etc. Et souvent aussi un représentant de la direction du cabinet du maire. L'idée, c'est de pouvoir appuyer le projet et de faire en sorte que les choses puissent avancer à un bon rythme et d'avoir une bonne circulation de l'information au sein de la municipalité. Et donc pour terminer, je voulais juste vous montrer voilà, quelques exemples. Ça, c'est l'exemple du livret qu'on distribue à la fin du coup des animations qui sont animées par les acteurs relais. Donc vraiment une entrée par la motivation, des cas concrets, des solutions qui sont accessibles et incarnées, et puis une aide simplifiée aux consignes de tri qui est du coup reprise des consignes de tri d'Est Ensemble, qui est du coup l'établissement public qui s'occupe de la collecte sur le territoire de l'Est parisien. Quelques exemples aussi dans la slide suivante sur les réseaux sociaux où on vient partager finalement sur le compte On se dit merci des idées de solutions d'habitants, de choses qui sont faciles à mettre en place par rapport à des questions que les habitants peuvent se poser, et également une valorisation des actions qui sont mises en place sur le terrain avec une valorisation des ateliers et des commentaires aussi voilà, des personnes qui ont pu mettre en place les ateliers dans les deux villes. Donc voilà. Et pour finir, vous avez sur cette slide les premiers retours assez encourageants du coup qu'on peut avoir à Noisy-le-Sec et à Romainville, avec des animateurs, des animatrices périscolaires, des référents famille en centres sociaux, des associations qui ont pu mettre en place le projet. Donc à la fois un intérêt pour la formation qui les aide finalement à s'approprier le sujet. On a aussi des acteurs de terrain qui ont mis en place des ateliers qu'on n'avait pas proposés nous, mais qu'ils ont adaptés à partir de fiches ateliers qu'on a pu proposer. Donc il y a une dimension aussi d'empowerment des acteurs de terrain et qui leur permet en fait de finalement de créer leurs propres ateliers à partir des formations. Et puis des exemples aussi voilà, de retour par rapport à des ateliers, notamment la fresque des acteurs du tri qu'on a pu mettre en place, et une communication dans le journal municipal aussi des villes qui permet de partager aussi aux habitants sur toutes ces questions-là. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas, et que vous voulez en savoir plus, donc il y a notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver un petit peu plus d'informations, on va dire, théoriques sur le sujet. Il y a nos réseaux sociaux qui sont du coup plutôt destinés aux habitants des villes dans lesquelles on met en place le projet, mais que vous pouvez toujours aller voir pour inspiration et si ça vous intéresse. Et puis, comme on parle de la région Occitanie, c'est pas très très loin, mais il y a le congrès du marketing social qui a lieu à Montpellier du 8 au 10 juillet cette année. Donc nous, on sera présent Link Up. Il y a énormément de groupes de recherche qui viennent intervenir dans ce cadre-là. C'est le congrès européen du marketing social, c'est tous les 2 ans, et donc c'est la première fois que c'est en France, donc c'est vraiment une occasion aussi de pouvoir échanger avec plein d'acteurs très engagés sur ces questions de nudge et de marketing social. En tout cas, si c'est des questions qui vous intéressent et si vous avez voilà, des projets similaires que vous souhaitez développer dans vos communes, n'hésitez pas à reprendre contact du coup avec nous. Je vous ai mis mon mail en bas de ma slide. Et puis si vous avez des questions, je crois qu'on aura un petit temps d'échange à la fin pour pouvoir y répondre plus précisément. Merci Lina. Maintenant, on passe le bâton à Maya, qui va vous parler de son guide sur les nudges. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Lina, merci Olivia, merci Benoît. Lina, c'était très intéressant et ça rejoigne, oui, dans beaucoup de points à ce que je vais présenter. Donc, moi, je m'appelle donc Maya Velmuradova. Effectivement, merci Olivia de m'avoir présenté. Je suis chercheuse indépendante consultante à mon compte. Donc, voilà. J'interviens aussi à Aix-Marseille Université sur le cours de la communication pour le développement durable. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs dans leur création d'activités. Donc, je t'invite à passer au slide suivant. Donc voilà, je vais présenter ici, comme l'a dit Olivia, un guide, qui est parti d'un article vulgarisé sur l'approche nudge, qui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements. Donc cet article qui est devenu guide vulgarisé, illustré par une illustratrice
a été fait à la demande de la métropole Aix-Marseille, pardon, Aix-Marseille Provence, voilà, et notamment du service de la stratégie environnementale qui organise des rencontres ponctuelles pour des acteurs publics et associatifs qui sont intitulés Fertile Rencontre, voilà, pour l'éducation à l'environnement et développement durable, EEDD. Voilà, donc là, je vais présenter très rapidement ce guide qui a été donc fait. Euh, donc, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter enfin, je vais présenter qu'est-ce que c'est que ce nudge-là, qu'est-ce que c'est que ce mot. Est-ce que c'est juste un mot à la mode? Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une théorie? Quelles sont les applications de ce mot-là? Et voilà, donc les bases théoriques, un petit peu des nudges principaux qui ont été dégagés par les auteurs de cet ouvrage par eux-mêmes, et comment on pourrait éventuellement appliquer cette approche ou ce mot dans une organisation qui voudrait les utiliser, ces nudges-là. Voilà, donc je t'invite à changer. Voilà, donc je vais passer un petit peu de définir, enfin, de la section qui va vouloir définir un petit peu ce que c'est que le nudge, ses bases théoriques, comme je l'ai dit, les dix nudges principaux et comment appliquer tout ça. Donc, les illustrations à ce guide-là ont été faites par Virginie Grimm, que je remercie, donc avec qui on a collaboré sur ce projet. Alors, donc, est-ce que c'est un mot à la mode? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une technique? Alors, non, aucun de ces mots-là. Donc, c'est plutôt une approche scientifique qui a été donc, comment dire, qui a été proposée par les auteurs américains qui s'appellent Richard Thaler et Cass Sustein. Richard Thaler qui est en économie comportementale et Cass Sustein qui est en droit institutionnel et qui ont écrit donc ce bouquin-là en 2008 qui a été traduit en français en 2010 où en fait, ils défendent une utilisation plus approfondie et enfin, plus engageante et plus forte des apports des sciences comportementales dans l'action publique et sociale. Les sciences comportementales, c'est pas une science, c'est des sciences. Par exemple, la psychologie sociale, l'économie comportementale, mais aussi effectivement marketing social et notamment la sous-discipline de changement de de comportement de consommateur. Donc voilà, il y a plusieurs disciplines qui travaillent sur les comportements et comment ces comportements évoluent, c'est quoi le parcours décisionnel d'une personne, comment elle passe de quelque chose où il dit j'en suis même pas au courant et ça m'intéresse pas et voilà une absence d'intérêt, une absence même de conscience de quelque chose vers l'intention de le faire et vers l'action de le faire. Donc voilà, il y a plusieurs sciences, plusieurs disciplines qui regardent et qui explorent les différents aspects, les différentes facettes de ce processus cognitif et de ce parcours comportemental. Alors, le nudge, donc, pardon, juste, ouais, voilà. Donc, la définition de nudge, c'est comme tu l'as dit, Olivia, c'est donc, ça se traduit comme un coup de pouce au comportement. Et donc, la définition que les auteurs en donnent, c'est modifier les comportements des personnes de manière prévisible sans interdire aucune action. Donc, un nudge, c'est quoi? C'est n'importe quel aspect de l'architecture de choix, donc la construction de choix qui modifie le comportement de manière prévisible, sans interdire pourtant et sans une incitation financière. Donc, on intervient dans l'architecture de choix, on intervient dans la décision. Donc déjà, il faut comprendre comment elle se construit, cette décision-là, et comment on peut intervenir pour cadrer un petit peu cette décision-là vers telle ou telle option sans pourtant interdire et sans pourtant imposer les, bah, les autres options de ce choix-là. Et sans inciter financièrement, comme on le fait dans les politiques publiques, c'est-à-dire on peut, par exemple, établir
des prix planchers ou des prix plafonds, etc. Ou voilà, mettre des aides à la rénovation, ce genre de choses d'incitation financière. Donc là, on n'est ni dans l'incitation financière, ni dans l'interdiction ou imposition par la loi de certaines options de choix. On est vraiment, comme l'a dit Lina, entre l'information et la loi. On est dans une persuasion assumée pour pousser les gens vers des comportements vertueux. Alors, donc, les bases théoriques de cette approche, si on veut, donc on puise un petit peu dans toutes les sciences comportementales et dans toutes les sciences comportementales, bon, bah, quand on parle de parcours décisionnel de quelqu'un, d'un humain, quoi, d'une personne, à partir des travaux de psychologie cognitive, de l'économie comportementale, on a construit, les travaux scientifiques ont construit, ont développé les connaissances sur comment se passe la construction de choix, enfin le parcours décisionnel d'une personne. Et il y a des différentes théories, et donc, enfin, mais qui se rejoignent sur un point, c'est que l'homme n'est pas rationnel, on n'est pas des ordinateurs, et on construit pas nos choix de manière très rationnelle comme des ordinateurs qui rationalisent toutes les conséquences et qui calculent toutes les conséquences de nos choix et qui se disent, bon, bah là, la meilleure option, c'est ceci, c'est cela. Sinon, on n'aurait pas justement toutes ces problématiques liées au développement durable, puisqu'on aurait calculé de manière très rationnelle que dans 50 ans, en fait, on va subir des conséquences lourdes de nos choix d'aujourd'hui. Et donc, on aurait rationnellement corrigé nos trajectoires et nos comportements. Et là, c'est pas le cas. Et donc, il y a un travail de Daniel Kahneman qui est un petit peu fondamental dans ce sens-là, qui a écrit ce bouquin-là qui s'appelle Système 1, Système 2, donc les deux vitesses de la pensée, et qui dit, enfin, c'est cette théorie et cette thèse est soutenue par tous les travaux scientifiques, qui dit que donc justement notre rationalité est limitée. L'homme n'est pas rationnel, il est irrationnel, et il postule même que 80% de nos choix ne sont pas basés sur une pensée rationnelle, consciente, où on va pondérer, on va calculer, on va rechercher les informations, on va bien évaluer les options, etc., etc. Il dit que bah, 80% de nos décisions quotidiennes, importantes ou pas importantes, se passent au niveau sous-conscient, voire inconscient, donc de manière automatique. C'est ce qu'on appelle la pensée automatique ou la vitesse de la pensée automatique heuristique, ce qu'il appelle heuristique. Donc, si tu veux bien, Olivia, tu peux montrer, s'il te plaît, voilà, un tout petit peu plus le schéma du parcours décisionnel. Voilà, donc là, vous voyez, le parcours décisionnel rationnel, ça serait de passer de l'activation de besoins, c'est-à-dire j'ai envie de manger, j'ai faim, j'ai envie de manger, voilà, j'ai le désir d'un croissant. La deuxième étape, ça serait donc de la recherche de l'information. Où est-ce que je peux l'acheter, quand, comment, lequel, quel croissant, qu'est-ce que voilà. Donc, on va chercher les informations sur les différentes options pour satisfaire notre besoin. Après ces informations-là, on va les évaluer. Donc, la troisième étape, c'est l'évaluation des options. Est-ce que je vais plutôt aller dans cette boulangerie-là? Est-ce que je vais prendre ce croissant-là? Ou est-ce que je vais pas prendre un croissant, mais quelque chose d'autre, etc., etc. Et donc, la quatrième étape, là, on passe à l'action. Donc, on a formé une intention, c'est-à-dire on est passé de je veux un croissant à je vais acheter quelque chose, ou je vais faire ceci, cela. J'ai choisi mon comportement. Et là, donc, la quatrième étape, c'est on passe à l'action. Ça y est, c'est bon, on va transformer notre intention en action, en comportement effectif. Hélas, donc si tu veux juste descendre un peu, hélas, ça se fait pas du tout comme ça. Donc on peut, comme je l'ai dit, dans les 80% des cas,
on va plutôt être complètement irrationnel et de passer de la première étape à la quatrième étape de manière heuristique, automatique, et de sauter dans la première boulangerie et prendre le premier croissant qui nous passe sous les mains. Donc bon, là, on est dans une décision qui est très peu, il y a très peu d'enjeux dans cette décision-là, et il y a très peu d'implications. Et effectivement, on peut se permettre, voilà, de n'importe quel croissant. Par contre, dans les comportements liés au développement durable, bon, là, ça serait quand même bien qu'on rationalise un petit peu plus. Et donc, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Et donc là, on va essayer justement d'activer les leviers socio-cognitifs qui sont basés sur notre connaissance de ces décisions heuristiques qui sont pas rationnelles. Donc, je vais juste ajouter deux mots sur ces décisions irrationnelles et heuristiques. Donc, heuristique, c'est quoi? Heuristique, c'est un mot pour dire qu'on fait des raccourcis. Donc, ce que vous avez vu là, de première étape à la quatrième étape, on fait un raccourci. On passe pas de manière consciente par toutes les étapes et on fait des différents raccourcis. Par exemple, on va aussi généraliser les informations, on va stéréotyper, donc notre cerveau est un organe très complexe et très bien évolué et qui va économiser les efforts en fait. Son principe de son travail, c'est d'économiser les efforts cognitifs. Donc, justement, d'où on va faire toute en sorte de traitement avec les informations pour les simplifier, pour réduire les coûts cognitifs, pour réduire les efforts, pour généraliser, pour stéréotyper, pour élaborer certaines représentations qu'on va utiliser par la suite si on pense qu'on est dans des cas similaires, etc., etc. Donc, les heuristiques, ça, c'est des raccourcis qu'on peut utiliser. Et les biais cognitifs, ce sont des erreurs euh, qui peuvent résulter de ce genre d'heuristique et de ce genre de décisions un petit peu simplifiées à va-vite. Voilà. Et donc les biais cognitifs, aujourd'hui, on dénombre plus de 200 biais cognitifs qui sont connus par des scientifiques. Et donc ces biais cognitifs, les nudges, dans l'approche nudge, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que les auteurs proposent? C'est de comprendre mieux la décision de telle ou telle personne dans telle ou telle situation, de comprendre mieux quels sont justement les raccourcis qu'il peut faire, quels sont les biais cognitifs qu'il peut faire, et on va se baser sur ces connaissances-là pour travailler avec, pour essayer de les réduire, ou pour essayer même peut-être, pourquoi pas, de les utiliser. En tout cas, on va agir en connaissance de cause et on va intégrer certains leviers socio-cognitifs dans le cadrage de la décision. Donc, les nudges, ils se basent sur ces biais cognitifs-là. Alors, donc, je vais présenter très brièvement, il me reste 6 minutes, les 10 nudges qui ont été, comment dire, qui ont été mis en exergue par un des auteurs, donc en l'occurrence Cass Sustained, dans un article, où il parle des nudges, des 10 nudges principaux les plus puissants par ordre décroissant de leur pouvoir comment dire, d'agir sur le comportement. Donc, le premier nudge, c'est la règle par défaut qui va utiliser notre biais, notre tendance à l'inertie et au statu quo. C'est-à-dire que justement, il y a un concept de résistance au changement. Je pense que vous l'avez noté, remarqué et en entendu parler déjà tous. Les personnes ont tendance de garder un statu quo et d'être inertes et de résister au changement parce que justement, le cerveau, il a tendance d'économiser l'effort, de ne pas aller vers quelque chose qui est incertain, de rester avec quelque chose qui est familier. Et voilà, et c'est plus facile et plus simple de rester avec le comportement qu'on a déjà et c'est plus difficile et plus inconfortable d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, en utilisant cette tendance à l'inertie, on peut proposer un nudge qui est la règle par défaut, c'est-à-dire choisir donc celui qui va instaurer, qui va vouloir instaurer un comportement vertueux, va choisir, va proposer une option par défaut
la plus vertueuse. Donc, l'exemple le plus simple ici, c'est de régler, par exemple, l'imprimante par défaut sur économie de l'encre et sur noir et blanc et, voilà, et sur recto verso. Donc, si par défaut, elle est réglée sur ça, bah, combien d'entre nous vont changer? Donc, on va changer seulement si on a besoin de mettre, d'imprimer en couleur. Sinon, on va rester avec ça. Mais par contre, si par défaut, on a l'autre option, et ben, combien d'entre nous vont aller chercher dans les paramètres pour changer, pour mettre sur l'économie, etc. Donc, il y a d'autres options par défaut. Il y a, par exemple, les donneurs d'organes. On est tous des donneurs d'organes aujourd'hui par défaut, mais on a toujours, bien sûr, la possibilité de sortir de cette option-là et d'opter, de dire, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais par défaut, on est donneur d'organes, ce qui a augmenté considérablement, par exemple, le don d'organes et en Angleterre et en France et aux États-Unis. Tu peux passer, s'il te plaît, Olivia, à la suite. Donc, le deuxième nudge le plus puissant, c'est de simplifier. Donc, ça a l'air simple comme ça, hein, mais il faut l'appliquer. Donc, simplifier, ça joue sur ce que je disais tout à l'heure, sur notre tendance pour notre cerveau d'essayer de réduire le coût mental. Et donc, par exemple, ici, ben, je vais passer tout de suite aux exemples, ça va être très simple, beaucoup plus simple. Par exemple, le Nutri-Score, pardon, c'est un exemple de simplification, de nudge de simplification. C'est-à-dire que qui va chercher à aller regarder, et donc là, justement, il y a la publicité qui montre très bien ça. Qui va chercher, qui va regarder les informations qui sont dans le tableau nutritionnel, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, combien il y a de calories, etc. Très peu de gens, enfin, en tout cas, c'est compliqué, c'est difficile, c'est en toutes petites lettres, etc. Alors que quand il y a les lettres A, B, C, D et la couleur qui nous indique le choix, eh bien, ça marche beaucoup mieux. De la même façon, il y a aussi les indicateurs de performance de l'économie de l'électricité et de l'économie de l'énergie pour les appareils électriques. Vous avez vu ça pour les voitures, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des nudges de simplification. Par exemple, en Amérique latine, ils ont instauré aussi une sorte de jumeaux de ce Nutri-Score où il y a des étiquettes noires aussi par rapport aux ajouts nutritionnels, aux ajouts colorants ou enfin, l'utilisation des composants chimiques, etc., de l'ultra-transformation. Et donc maintenant, même les enfants, ils disent non, maman, je veux pas les trois pastilles noires. Regarde, c'est pas bon. On va passer. Donc, ça marche très, très bien. Troisième nudge très puissant, c'est d'utiliser les normes sociales. Donc là, par exemple, justement, vous voyez l'exemple, ça c'est justement le tri des déchets. Et quand on parle de normes sociales, c'est quoi? C'est de souligner le comportement des autres. Donc, ne serait-ce que indiquer que 80% ou la majorité de vos voisins enfin, font le tri de déchets, incite les personnes de faire de même. Donc, c'est un petit peu utilisé, vous savez, quand les gens ils traversent le passage piéton, et même si c'est le rouge, même si c'est un rouge, s'il y a quelqu'un qui se lance, tout le monde se lance. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. On a tendance de suivre les autres. Et si les autres le font, eh ben, on a tendance de plutôt de suivre leur exemple. Donc, il y a aussi ici l'utilisation des influenceurs, des leaders d'opinion, des délégués, des participants, etc. On va passer à la suite. Améliorer la facilité et la commodité. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le design, dans les sciences de design, les affordances. Afford en anglais, ça veut dire permettre. Donc, permettre un meilleur usage, permettre un usage facilité. Donc, voilà, si on met dans le design, donc là, on est vraiment dans le design des, euh, du matériel, des équipements, etc. Si le design est plus affordant, bien sûr, les gens ils vont être de plus à même à faire le comportement vertueux. Donc, je vous donne un autre exemple ici à Marseille. Donc, je suis à Marseille. Ici à Marseille, on a mis des poubelles intelligentes, etc., par-ci, par-là, pour essayer de tester leur usage. Et on a mis donc aussi la possibilité de d'éteindre sa cigarette et de jeter
de jeter le mégot dans cette poubelle-là. Sauf que la poubelle, elle est un peu basse. Donc, en fait, pour étendre le mégot et pour le jeter, il faut il faut se baisser, et puis c'est à côté de passage piéton pour traverser la route. Donc, en fait, le design n'est pas très affordant. Il est pas, alors que tandis que, vous savez, euh, comment les dispositifs là que vous avez peut-être vu qui posent des questions. Donc ça aussi c'est des nudges qui posent des questions. Est-ce que vous êtes plutôt pour le M ou pour le PSG et qui vous permettent de jeter le mégot dans l'un ou dans l'autre. Là ils sont à la hauteur de la main et donc c'est beaucoup plus affordant. On va passer à la suite. Je prends un tout petit peu de retard. J'en suis désolée. Donc divulguer les informations sur les gants et les coûts. Ça aussi, c'est un petit peu, c'est un nudge assez puissant aussi. Donc, on va en fait mettre à disposition les informations de manière plus claire, plus visible, plus saillante sur les conséquences positives et les conséquences négatives de votre choix, de ce que vous choisissez. Donc là, vous voyez dans l'exemple, on va mettre en exergue combien on émet de CO2 en utilisant le vélo plutôt que la voiture. Dans les SNCF, là maintenant, on passe les informations aussi sur, voilà, vous avez utilisé le train, vous avez pu économiser tant de CO2, enfin, vous avez émis tant de CO2 en moins. Bon, il y a plein d'exemples, je vais pas m'en arrêter là, on va peut-être en discuter pendant les questions-réponses. Là aussi, c'est assez simple, donc les avertissements graphiques, donc la science, c'est-à-dire mettre les informations de manière enfin, de les mettre plus visibles, de les rendre plus visibles, en faisant en sorte d'attirer mieux l'attention, parce qu'aujourd'hui, notre attention est une ressource rare. On est saturé des informations de toutes parts. On est complètement tout le temps sollicité. Donc, pour attirer l'attention, bien évidemment, il vaut mieux quelque chose de très visible avec des couleurs très saillantes et une image plutôt que de mettre une annonce, oui, voilà, ceci et cela, etc. Donc, il y avait je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr que oui, je pense, des fois, il y a des dispositifs comme ça, des nudges où on peut mettre des petits pas comme ça qui vont vers la poubelle pour jeter quelque chose. Ou alors, dans la mobilité, vous avez vu, c'est un petit peu partout maintenant dans les villes. Et j'ai participé, j'en suis un petit peu fière aussi à cette idée-là, c'est de mettre sur les bus où on entre et où on sort, donc avec des manières, de la manière visible. On va passer à la suite. Donc, les stratégies de pré-engagement et d'engagement et de participation. Donc, ça aussi, il y a des travaux différents dans des disciplines différentes, la psychologie sociale, mais aussi économie comportementale, etc., qui parlent de la participation des citoyens dans les décisions. Donc, ce dont parlait Lina, de les faire participer dans tel ou tel dispositif dès le début et de les faire collaborer à l'élaboration des solutions les fait engager plus dans le comportement vertueux. De même, de proposer enfin, en communication, un message persuasif qui sollicite, qui incite à un tel comportement, tel ou tel comportement, en même temps que d'essayer de les engager, de faire un tout petit pas, par exemple, mettre un pins ou alors signer une charte ou de dire oui, je le veux, j'ai l'intention de faire tel ou tel comportement. Donc ça aussi, c'est des stratégies de pré-engagement qui ont été d'ailleurs utilisées en premier abord dans le marketing commercial. Hein. C'était les commerciaux, les vendeurs ambulants qui mettaient le pied dans la porte pour vendre les matelas chez les gens. Donc mettre le pied à la porte et que la personne ne ferme pas tout de suite la porte, elle fait un tout petit premier pas vers écouter ce qu'on a à dire et vers finalement céder à la persuasion. On va passer à la suite. Juste pour dire, Oui, il reste à peu près deux oui, minutes. très rapidement, ouais. Mhm. Donc, le rappel, c'est, bon, ça c'est très facile, donc là, c'est très facile. Rapprocher symboliquement le temps, réduire le
coût cognitif. Donc, tout simplement, vous le savez, si on met des petits rappels, ça nous permet de ne pas oublier, de ne pas, voilà, de réduire aussi le coût cognitif et de ne pas oublier les informations et de prendre nos pilules ou voilà, de suivre les rendez-vous, etc. On peut passer à la suite. Donner les encres et les points de départ. Donc, voilà, vous voyez l'exemple avec l'assiette. Ça, c'était utilisé dans les États-Unis enfin, pour réduire un petit peu notre tendance à manger trop. Donc, si on réduit, par exemple, l'assiette, on a l'impression qu'il y a plus de nourriture sur l'assiette, alors que la quantité est la même. Donc, ça nous permet aussi justement de cadrer les informations visuellement de manière dans notre perception pour les évaluer différemment. Et enfin, donc le dernier nudge qui revient un petit peu à la divulgation de l'information. Donc, divulguer plus les informations, mais là, c'est plutôt sur les choix passés, c'est-à-dire donner un feedback. C'est comme avec les applis, vous avez fait 10 000 pas, vous avez fait 20 000 pas, vous avez fait, donc moi j'avais une appli qui me disait, vous avez fait la moitié du chemin pour aller vers la Lune, donc c'est très sympa. Ce qui nous encourage, donc c'est comme dans l'exemple de Lina, merci, merci à nous. Donc le feedback positif sur nos choix nous encourage à maintenir le comportement vertueux. Voilà. Et je ne sais pas si il y a la... Voilà. Donc juste pour appliquer deux mots, ouais, juste si tu peux revenir 2 secondes, voilà. Juste pour pouvoir appliquer, non, c'était sur la réalisation, voilà, c'est ça. Pour pouvoir appliquer le nudge dans une organisation, bon, vous l'avez compris, il faut d'abord comprendre le comportement. Donc, il faut essayer quand même d'étudier la littérature. Non, c'était le slide d'avant. Non, voilà, c'est ça. Juste étudier le comportement, donc étudier ce qui a été fait, peut-être l'étude théorique, donc ce qui a été fait autour de nous en France et ailleurs. Essayer peut-être d'explorer de manière sur le terrain en faisant des enquêtes qualitatives et quantitatives. On peut développer ou co-développer avec les citoyens les prototypes de ces nudges et ça vaut la peine de les tester et d'évaluer l'impact pour savoir, pour se dire, bon, bah là, on est sûr que là, ça a plus d'impact que l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu le chemin qui est un peu préconisé par ces auteurs-là et puis par toutes les personnes, tous les chercheurs et les consultants qui sont dans les sciences comportementales, qui nous permet, voilà, de faire ça de manière plus efficace. Je suis désolée, j'ai dépassé un petit peu pas mal le temps. Il y a des questions, bien sûr, qui peuvent revenir sur l'éthique, sur le comment appliquer tout ça, comment ne pas tomber dans la manipulation, etc. Donc, j'ai une section sur ça dans mon guide, donc je vous invite à consulter ou alors à me poser des questions. Je vous remercie et désolée pour le... Pas de souci, Maya. Merci beaucoup. Benoît, si tu peux Et m'occuper partager à des... nouveau l'écran. Là, on passe au temps d'échange. Et donc, en parallèle, il y a un QR code et je vais mettre un lien dans le chat, un tableau blanc où vous pouvez mettre vos idées pour la prochaine animation. Donc, en attendant de l'écran, Rémi Bello, j'espère que je l'ai bien dit, a posé une question sur un exemple de nudge appliqué spécifiquement à la collecte des plastiques et la lutte contre les dépôts sauvages d'éléments en plastique et non au tri des déchets en général. Ça, c'est comme première question. Si vous pouvez répondre. Donc voilà, ça c'est le QR code. Donc si vous voulez, vous pouvez scanner maintenant pour accéder au tableau blanc pour nous donner vos idées pour la prochaine animation. Je mets le lien dans le chat. Donc Lina Maya, si vous voulez répondre à la question de Rémi Balou. Alors, si je peux me permettre, juste effectivement, quand j'ai vu les 4 axes, je me suis dit tout de suite que voilà, c'est un petit peu complexe et donc il faut déjà distinguer les comportements voulus, les comportements vertueux souhaités. Donc effectivement, il y a le tri des déchets chez les personnes, donc ça c'est un comportement à part. De ne pas jeter les plastiques dans la nature, donc ça c'est un autre comportement.
Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Donc voilà, il faut déjà se poser la question, quel est exactement le comportement voulu? Donc là, en l'occurrence, c'est lequel, par exemple, Ah ben, qui était... on va proposer à Rémi peut-être de prendre la parole pour préciser sa question, si vous voulez bien. Oui, merci beaucoup pour ces témoignages. Bah, c'est vrai que c'est assez large, mais je voulais peut-être alors là, la question est assez large pour vous laisser un peu de marge de manœuvre. Mais si vous avez un exemple assez concret, peut-être sur les bouteilles en PET, par exemple, jetées dans la nature. Enfin, ça, c'est un peu peut-être un peu bateau, ou alors. Mais voilà, vraiment sur le côté plastique, parce que c'est vrai que sur le plastique, il y a beaucoup de choses, l'imaginaire, voilà, le côté froid du Mm. plastique, le côté chimique, alors que voilà, sur le tri des déchets, on touche aussi aux biodéchets qui sont plutôt qui ramènent peut-être à l'agriculture. Donc voilà, c'est une question assez large, mais peut-être un exemple voilà, un petit peu emblématique que vous pourriez avoir vraiment sur le côté plastique. Euh, mais si, enfin, voilà, ou alors si vous n'avez pas forcément. Alors vous avez cité les mégots, entre-temps, vous avez quand même cité quelques exemples. Les mégots, c'est vrai que ça reste l'acétate de cellulose, donc ça reste un plastique. Mais peut-être, voilà, En fait, question assez ouverte. si je peux juste peut-être, je sais pas si vous, oui, vous m'entendez? Oui, j'entends Oui, bien. oui. Oui. C'est juste peut-être pour élargir, enfin Maya, peut-être vous aurez une vision aussi un peu complémentaire, mais moi je pense que sur ces questions-là, et je rejoins Maya sur le fait qu'il y a, enfin dans la problématique déjà, il y a effectivement des comportements différents, et je pense qu'il y a aussi enfin, des contextes spécifiques à chaque ville. C'est pour ça que je pense que la question des nudges, elle peut pas être pensée et être pensée décorrélée d'un dispositif plus global dans lequel ça va s'inscrire. Donc, il faut effectivement à la fois bien comprendre les comportements, bien comprendre les perceptions qu'il peut y avoir autour. Et moi, je pense que sur ces questions-là, il y a peut-être à la fois des nudges de normes sociales positives. Enfin, je pense que quand on parle de déchets abandonnés, ça touche à la perception finalement d'un environnement commun qu'on partage, d'une qualité de vie globale. Donc, peut-être des choses comment dire, des communications autour du fait que quelles sont les normes sociales positives. Ça va être par exemple 80x% des habitants de ce quartier déposent leurs emballages dans des points de collecte, etc. Ça peut être aussi donner des retours visibles sur ces résultats entre guillemets en disant bah grâce aux efforts que vous avez fournis l'année dernière, on a pu mettre en place tel espace de végétalisation là où il y avait historiquement un endroit de dépôt sauvage ou des choses comme ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être une mise en avant de l'identité locale. Enfin, nous, je sais qu'en tout cas, à Romainville et à Noisy-le-Sec, dans les focus group qu'on a pu faire au début du projet, une des choses qui est ressortie, c'était vraiment l'attachement des habitants assez fort à ce paramètre finalement d'appartenance à la ville, et ils étaient tous très très fiers d'habiter à Romainville et à Noisy, même s'ils déploraient beaucoup de choses sur la propreté. Donc là aussi, ça peut être un angle pour développer des nudges et des actions, parce qu'on se rend compte que dans une commune dédiée, les habitants ont vraiment une sensibilité particulière à la préservation de la qualité de vie, peut-être plus qu'à la préservation de l'environnement d'une manière générale. Voilà, c'est peut-être pas, ça répond pas exactement à votre question sur le bon nudge à utiliser, mais pour moi, c'est plus trouver la bonne philosophie d'action finalement par rapport à la problématique. Ouais, si je peux ajouter juste deux mots, c'est exactement ça, Léna, je rejoins complètement. Et c'est pour cela que ben, je ne peux que répéter ce que j'ai dit à la fin, c'est-à-dire il faut déjà étudier le comportement vraiment concret dans sa situation, dans son contexte, regarder un petit peu ce qui a été fait dans la littérature, regarder, peut-être essayer d'étudier le comportement pour déceler quels seraient quels seraient les raccourcis, quelles seraient les erreurs de jugement que la personne qui jette les déchets dans la nature puisse avoir? Qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce que elle, comment, quelles sont les perceptions autour de ça, effectivement, comme l'a dit Lina, pour essayer et c'est là, en fait, que ça va être plus clair. Les nudges vont ressortir d'eux-mêmes en se disant, ah bah ok, bah là, on peut effectivement jouer plus sur les normes sociales, comme ça a été dans l'exemple dans ma présentation. Effectivement, ça, c'est un des nudges des vrais.
qui a été voilà de dire 80% 80% des personnes amènent leurs déchets à la maison. Est-ce que vous le faites? Donc ça, c'était un nudge qui a été en Angleterre. Voilà. Donc, soit plutôt les normes sociales, plutôt les conséquences. Est-ce que les personnes vont être sensibles aux conséquences? Est-ce que l'identité, effectivement, et des fois, on joue aussi. Je sais qu'il y a une boîte de consulting à Aix-en-Provence qui joue sur la performance, entre guillemets, la performance et la compétition entre. Donc, ça aussi, c'est les normes sociales entre les quartiers. Donc, tel quartier, donc on affiche quelque part les informations en disant, bah, dans tel quartier le tri ou je sais pas, la gestion des déchets est à tel niveau. Et vous, voilà, donc là aussi, c'est les normes sociales. Donc, il faut, en fait, c'est vraiment très, très contextuel et très situationnel. Il faut étudier déjà la prise de décision sur ce comportement-là. Et ça, vous l'aurez effectivement en menant. Enfin, nous, c'est vrai que je passe un peu vite, mais sur notre projet pilote, on a effectivement, comme le dit Maya, étudié la littérature. On a regardé des initiatives inspirantes qui avaient pu être faites sur notre sujet, mais on a aussi fait des focus group avec des habitants. On a interrogé des acteurs de la ville en contact avec ces habitants. Et c'est l'ensemble, finalement, de cette réflexion globale qui a pu nous amener à trouver les bons insights et les bons leviers spécifiques pour notre situation qui seront pas forcément les mêmes partout, même si je pense que la philosophie générale reste la même. Alors moi je vais vous poser une question. J'ai trouvé ce qui peut s'apparenter à un nudge sur ce sujet des dépôts sauvages. Et j'aimerais Mhm. bien effectivement que vous nous donniez votre avis par rapport à son intérêt. C'est produit par Geste Propre, l'association Geste Propre. Et c'est une campagne assez récente. Je ne sais pas si vous pouvez, par rapport aux différentes catégories que vous avez évoquées, Maya, et par rapport à votre expertise, pouvoir les commenter sur l'impact attendu, l'une ou l'autre. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok. Je vous prends à froid, hein, je suis désolé. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Non, non, Moi je non ne plus. connais pas, mais oui, oui, c'est l'influence oui, de la norme sociale, de l'autrui qui dit non, mais pour moi, c'est pas possible, t'es pas sérieux. Mais bon, encore une fois, donc pareil, il faut évaluer aussi, il faut tester les différentes options, les différents nudges. Et quand on teste, bah, c'est là en fait qu'on voit, là on peut que deviner si c'est efficace ou pas efficace. Pour moi, c'est peut-être pas forcément si Mm. efficace que ça, parce Ok. que ça ressemble plutôt à, voilà, à des campagnes de communication, mais c'est pas hyper incitant pour moi. En fait, Mais il faudrait évaluer. il y a peut-être des gens, effectivement, comme le dit Maya, pour qui ça peut être, comment dire, ça peut être incitatif. C'est vrai que moi, je rejoins Maya, je me dis, là, en tout cas, à froid et hors contexte, sans savoir vraiment à qui ça s'adresse, euh, bah, finalement, le public cible qu'on veut voir changer, c'est des gens qui jettent leur mégot. Est-ce que le fait de voir une réaction scandalisée à un geste qu'ils font finalement peut-être sans s'en rendre compte et sans vraiment le conscientiser, est-ce que ça va suffire finalement à les faire changer point de vue? Je pense que pour le coup, ça peut peut-être effectivement peut-être plus sensibiliser des gens qui ont dans leur entourage des gens qui le font pour se dire peut-être que je devrais prendre la parole et quand je vois quelqu'un faire entre guillemets ce genre d'action, aller lui dire et de ne pas le faire. Mais si ça vise, on va dire, les personnes directement qui jettent leur mégot, je sais pas. Je pourrais pas vous dire là, en l'occurrence. En tout cas, moi, d'une manière générale, et chez nous, chez LinkUp, comme l'a dit Mia, il y a énormément de types de nudge qui existent. Nous, on essaye vis-à-vis des publics qu'on accompagne parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande diversité de perceptions et que des fois, les nudges peuvent avoir aussi des effets délétères selon la manière dont ils sont utilisés. On essaye d'éviter tout ce qui est culpabilisation, présentation de normes négatives, etc. Parce que, en tout cas, nous, dans nos contextes, on se rend compte que c'est pas ce qui marche le mieux. Ouais. Et on préfère plutôt valoriser les comportements positifs ou avoir des nudges qui comparent, mais en mettant l'accent sur la valorisation des petits pas, plutôt que de pointer du doigt des comportements problématiques au global. En tout cas, dans Si nos je, contextes. si je peux ajouter deux mots aussi. Bon, déjà, en premier lieu, comme je l'ai dit, donc, en tout cas, le levier qu'on a essayé d'utiliser ici, c'est ouais, c'est un peu le shaming par l'autre, mais qui est de mon groupe social. Donc, c'est deux jeunes. Donc, voilà.
c'est un petit peu les normes sociales qu'on essaie de jouer. Et deuxième chose que je voulais ajouter, c'est encore une fois, il faut étudier le comportement. Et il faut aussi étudier dans le parcours décisionnel, il y a des différents groupes de citoyens qui vont être sur des différents stades de leur, comme l'a dit Léna, il y en aura qui vont être un petit peu initiés, entre guillemets, qui sont déjà sensibilisés, et donc eux, ça sera suffisant, par exemple, de les mettre en face de l'information comme quoi un mégot jeté dans la mer va mettre 5 ans de se dissoudre et l'effet chimique va se répandre à une taille d'une piscine olympique, à 150 mètres autour. Donc ça, enfin, ce dont je parle, c'est les conséquences de notre choix. Donc, de mettre les personnes qui sont déjà sensibilisées, initiées, devant ce genre d'informations peut être efficace pour eux. Par contre, d'autres qui ne sont pas à ce stade-là, qui sont encore complètement à l'étape de ce qu'on appelle la pré-contemplation, c'est-à-dire ils sont vraiment même pas encore en train de se poser quoi que ce soit comme question. Il faudra peut-être mettre en place d'autres leviers. Voilà. Juste pour les mettre, pour les faire conscientiser qu'il y a un problème. Ok. Mm. Est-ce que Merci Maya. Et juste pour terminer, il y a une dernière question. Donc pour le note 5, divulguer les informations sur les gains et les coûts. Faut-il impérativement communiquer à la fois sur les inconvénients d'un choix et à contrario sur les avantages d'un autre choix? Merci. Ça dépend aussi ça dépend de la situation, ça dépend du comportement. Enfin, les deux ensemble, je pense pas que ça serait efficace. Il faut essayer justement de simplifier les dispositifs et de mettre en exergue peut-être les choses les plus importantes. Et effectivement, il y a les deux en fait. Soit on parle des conséquences positives, soit on parle des conséquences négatives en fonction du comportement, en fonction ça dépend, c'est situationnel. Et de la même personne, oh, pardon, elle a aussi posé la question de est-ce qu'il faut faire une étude de sociologie comportementale pour faire ses preuves, Pour faire ses preuves, pour tester, pour tester, ouais, pour bah, améliorer les comme taux de captation. Comme je l'ai suggéré, et tous les chercheurs dans les sciences comportementales suggèrent, bien évidemment, comme je l'ai dit, d'étudier, donc de faire une étude, d'essayer d'étudier déjà la prise de décision en amont. Après, donc, on peut essayer de construire des prototypes et de les Mm. tester et de tester sur 3 groupes, par exemple, sur 3 groupes un peu au hasard. Bon, inviter quelqu'un qui va vous accompagner et je pense que ça va être le mieux. Euh, voilà, on peut essayer de mettre en place un test avec des groupes aléatoires. Un groupe où on va pas tester quoi que ce soit, un groupe où on va tester un nudge, un groupe où on va tester un autre nudge et essayer d'évaluer l'impact. Donc, Léna, je Moi, t'invite à ajouter. ouais, je rejoins tout à fait Maya. Je pense que c'est pas forcément des dispositifs qui sont forcément très, comment dire, très lourds en fonction de voilà des moyens que vous avez à votre disposition et enfin voilà de ce que vous pouvez vous permettre en termes de d'enquête. Mais à minima en tout cas le test en conditions réelles il est important. Enfin nous on le met en place systématiquement, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait nos focus group, qu'on a pu faire des interviews, qu'on a éventuellement des retours d'habitants via questionnaire, ce qui peut être voilà, un must qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire tout le temps, qu'on a designé entre guillemets un dispositif et des premiers nudges, c'est vraiment important de pouvoir le tester auprès d'un échantillon et de faire voilà quelques focus group pour voir un petit peu la réaction parce que ça peut permettre effectivement de se rendre compte que des fois on a pu imaginer quelque chose qui peut avoir un effet délétère qu'on n'avait pas forcément perçu lors de la phase et qui est important en fait de s'assurer qu'on va bien toucher la cible et que la cible va bien comprendre aussi. Je parle notamment, il y a beaucoup de nudges aussi qui jouent sur les jeux de mots, des choses comme ça. Bah ça, c'est pas toujours compris de tout le monde, compris par tous les groupes auxquels on va vouloir s'adresser. Et donc, c'est important de le tester avant, sans que ce soit une usine à gaz, mais voilà, de pouvoir avoir un échantillon de retour. Et souvent, même si on le fait sur quelques personnes, c'est des enseignements qui sont très, très riches et qui permettent ensuite, derrière, de pouvoir déployer des choses à plus grande échelle. Si je peux juste ajouter un tout petit exemple, bon, c'est pas sur les déchets, mais juste pour vous donner un exemple. À Lyon, pour essayer de fluidifier les flux dans le métro, il y a un psychologue social qui s'appelle Nicolas Fiolaine qui a testé, enfin en fait,
il y avait des passes, non, pas dans le métro, pardon, à la gare de train, la gare de Pardieu, il y avait des passages où bah, c'était un sens unique en fait, et les gens ils prenaient quand même ce passage-là. Sur ces passages-là, ce qui a été instauré auparavant, c'était le signe interdit. Vous savez, le signe interdit. Et ben les gens ils bravaient l'interdit, ils passaient quand même. Alors que le psychologue social, il a juste, il a essayé, il a testé donc un autre signe, il a mis le passage que c'est une impasse en fait, le signe que c'est une impasse et qu'il n'y a pas de, eh bien, bah, ça a beaucoup amélioré le taux de passage par ces. Donc, ne serait-ce que changer un signe pour un autre, ça peut changer, ça peut avoir un impact significatif, mais il faut juste tester et se poser des bonnes questions en explorant le comportement et qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens dans la situation. Mm. Ouais, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez donc du coup beaucoup d'expérience d'accompagnement des collectivités, notamment sur le tri pour augmenter les performances, hein, une collectivité qui va se dire, bah, moi j'ai fait tout ce que je pouvais en termes de communication, je pense que j'arrive à mes limites. Est-ce que via les sciences comportementales et l'accompagnement de sociologues, je peux augmenter ce taux? Est-ce que vous avez beaucoup de retours d'expérience là-dessus? Est-ce que ça a permis effectivement de décupler, enfin d'améliorer les taux de collecte, de tri, collecte? Euh, Léna. Ouais, bah nous à titre personnel du coup chez LinkUp, on est sur le projet ESA, donc comme je vous disais, c'est Mhm. un projet Ouais. pilote. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec Romainville et Noisy-le-Sec. Donc on n'a pas encore on va dire les résultats formalisés D'accord. concrètement, mais on a des bons résultats déjà en termes de taux de formation des acteurs de terrain et des premiers ateliers qui sont mis en place. Ce qui est intéressant aussi et qu'on remarque d'une manière un peu plus qualitative, mais ça peut être aussi intéressant, je pense, vis-à-vis des villes, c'est que cette mobilisation finalement d'acteurs en collectif impact de tous les acteurs de la ville, ça permet aussi à la ville de s'organiser pour traiter ces sujets, d'intégrer du coup le sujet des déchets dans des plans plus globaux. Et on a vu quand même une facilitation finalement du sujet qui est traité de manière beaucoup plus transverse que ce qu'il l'était en fait au démarrage du projet. Donc là, normalement, on aura, bah, nous, en tout cas, terminé le projet fin 2026 avec du coup la constitution en fait d'un rapport global qu'on transmettra du coup à l'ADEME, qui sera un retour d'expérience complet sur tout ce qu'on a pu mettre en place dans le projet et du coup effectivement avec je pense des enseignements qui seront très utiles pour plein de collectivités qui peuvent vouloir mettre en place ce type d'approche, que ce soit sur la question du tri des déchets, mais peut-être aussi sur des questions annexes liées aux déchets. Nous, on était centré sur le tri, mais je pense que sur les questions en tout cas de réduction de certains types de déchets, etc., ça peut aussi être bah, voilà, très intéressant. Il y a sans doute des choses à retirer de tout ça. Donc à votre disposition, en tout cas, pour échanger. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion de travailler sur la gestion des déchets, pas, en tout cas pas en profondeur. J'ai pu travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Voilà. Sinon, je sais qu'il y a, oui, il y a des résultats pour ce cabinet de consulting, par exemple, qui est à Aix et qui compare, entre autres, des performances par quartier ou alors qui utilise aussi les stratégies d'engagement où il y a des personnes qui viennent présenter, enfin, qui font des stratégies de pré-engagement. Donc, ça fonctionne aussi. Voilà, encore une fois, il faut étudier, il faut étudier. Et puis, je voulais ajouter aussi une chose que Lina a mentionné aussi à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas que le facteur du comportement individuel. Il faut aussi étudier qu'est-ce que dans la situation, quels sont peut-être les facteurs structurels, les facteurs du système, de l'environnement, qui empêchent la personne, même si elle le veut, qui empêchent la personne de trier les déchets. Donc, moi, je vais vous donner un exemple à Marseille. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les poubelles de tri de déchets étaient assez rares enfin voilà, qui étaient parsemées dans les quartiers, qui étaient assez loin, qui n'étaient pas du tout affordantes, enfin ils n'étaient pas du tout pratiques à l'usage, elles étaient un peu loin. Donc bien évidemment que les gens ne vont pas faire trois pâtés pour aller jeter dans la bonne poubelle et qui est déjà complète et qui n'est plus disponible, vous voyez. Maintenant, quand ils ont mis à disposition beaucoup plus, il y a beaucoup plus de poubelles de tri de déchets dans tous les quartiers, eh bien sûr que bien évidemment, ça devient beaucoup plus affordant. Donc, il faut étudier et le comportement et les facteurs qui peut-être sont aussi propres à l'environnement et aux acteurs de l'environnement.
Ok. Mais en tout cas, moi aussi, je suis à disposition. Donc, si vous voulez travailler sur ce genre de questions, ça serait avec un grand plaisir. Mais, Et c'est vrai que c'est un sujet très important, le plastique, c'est vraiment mais- pas mais- mais- fantastique. merci Maya. On a largement dépassé, donc on va essayer de conclure maintenant. La dernière slide, alors moi je voulais juste vous donner rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par les sujets du vrac et du remploi, hein, on est toujours dans le sujet du plastique, autour d'un nouveau webinaire autour du remploi des emballages en restauration commerciale. Donc vous trouvez en accédant effectivement avec le QR code ou sur le site Cyclope, vous accédez à l'invitation, vous pourrez vous inscrire à cette journée-là. Donc, je pense que ça peut effectivement vous intéresser. Sachez qu'il y a tout plein d'autres webinaires également qu'on réalise. Cette semaine, il y en avait un autour des dépôts sauvages et donc qui peut inspirer notamment Rémi qui posait des questions tout à l'heure. Donc, retrouvez tout ça sur Cyclope, hein. Allez-y, il y a plein de ressources, encore une fois. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et d'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui et le support seront mis à disposition de tous sur Cyclope, comme à notre habitude. Voilà, je ne sais pas si Olivier, tu voulais revenir en 2 secondes sur le BICAS, le résultat du sondage, mais autrement, je te donne la main si tu le souhaites, notamment aussi pour clôturer. Vous voulez que je remette le lien au Bicast? Tu peux l'afficher si tu veux, je l'ai sous le coude. Hop, Ok, voilà. Normalement, vous le voyez, c'est bon? Oui, c'est c'est bon. bon. Voilà, donc il y a eu quelques idées effectivement qui ont pu être proposées par les différents intervenants. Je vois notamment que le sujet microplastique revient à plusieurs reprises, donc c'est des sujets qu'on traite aussi, dans lesquels on a des ressources. Donc oui, on retient fortement cette idée et on va exploiter toutes les idées qui ont pu être émises. N'hésitez pas, pour ceux qui sont encore là, à continuer de remplir, hein, le lien reste actif, donc vous pouvez continuer à remplir c'est par vos bonnes idées, effectivement, ce support-là, dont on tiendra compte pour la suite. En tout cas, merci à nos intervenantes et merci aux participants de ce webinaire. C'était un grand plaisir.